La possession et l'élevage de pitbulls sont interdits au Royaume-Uni depuis 1991, et ce pour une bonne raison. Rien qu'en Angleterre et au Pays de Galles, 15 attaques mortelles de pitbulls ont eu lieu entre 1981 et 1991. De plus, ces attaques étaient brutales, souvent sans la moindre provocation. Mais l'interdiction des pitbulls n'est pas appliquée qu'au Royaume-Uni. 12 pays d'Europe ainsi que l'Australie, le Canada, certaines régions des États-Unis, l'Équateur, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, Singapour et le Venezuela ont adopté des lois restreignant la possession et l'élevage des pitbulls. D'un côté, ça semble exagéré. D'un autre côté, les pitbulls ne représentent que 6% de la population canine, mais ils sont responsables de 68% des attaques et de 52% des décès imputables à des chiens. Ces données proviennent de l'association Animals 24/7 qui lutte contre la cruauté envers les animaux. Un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis sur les décès dus aux morsures de chiens entre 1978 et 1998 confirme que les pitbulls sont responsables de plus de décès que toute autre race. Et si on creuse suffisamment sur Internet, on peut trouver des chiffres encore plus effrayants. Mais honnêtement, je ne leur ferai pas confiance. Cependant, il est clair que les pitbulls ont été élevés dans les années 1800 pour être utilisés dans des combats d'animaux. Lorsque ceux-ci ont été interdits, les éleveurs se sont mis à organiser des combats de chiens. Finalement, les gangs de rue ont commencé à les utiliser comme chiens de garde et symboles de statut social. Pour établir clairement qu'il s'agit de la race la plus cruelle au monde. Je pense que tout le monde a entendu parler de pitbulls dangereux. Quand j'étais enfant, j'ai lu un article sur un pitbull qui avait attaqué un homme, et pendant quelque temps j'ai eu très peur des pitbulls, même si j'avais aucune idée de ce à quoi ils ressemblaient. Heureusement que personne ne m'a parlé des chiens loups à l'époque. Ah oui, il existe de nombreuses histoires racontant à quel point les chiens loups sont merveilleux, beaux et exotiques, mais il ne faut pas oublier la génétique. Le plus souvent, les chiens loups sauvages sont aussi puissants que des loups, mais comme les chiens, ils n'ont pas peur des humains, une combinaison redoutable. Et même les hybrides domestiqués ne deviennent jamais vraiment domestiques. Le dressage ne prévaudra jamais sur leur comportement naturel et leur attitude de loup. C'est leur instinct, on ne peut pas le faire disparaître. Ainsi, lorsque les chiens loups atteignent l'âge de 2 ans environ, ils commencent à défier leur meute. Et s'il y a des humains au sein de la meute, eh bien, c'est le problème des humains. Le moindre signe de faiblesse du propriétaire, comme de l'épuisement, de la frustration ou une blessure, peut pousser l'animal à agir. Vous savez, je ne prendrai pas le risque d'avoir un tel animal. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et la Humane Society of the United States, le chien loup se classe au 6e rang des animaux à l'origine du plus grand nombre d'attaques mortelles. C'est peut-être la raison pour laquelle 40 États américains interdisent la possession, la reproduction et l'importation de ces hybrides. Mais laissons les chiens loups tranquilles et dirigeons-nous vers le Japon où l'on a créé la race de chiens appelée Tosa Inu ou simplement Tosa. À l'origine, on les élevait comme chiens de combat. On avait essayé de créer un animal grand, lourd et fort, qui serait l'équivalent d'un lutteur de sumo du monde canin. Eh bien, les chiens Tosa ont répondu aux attentes. Forts, capables d'endurer les plus grandes douleurs, on les a fait se battre pendant longtemps. D'ailleurs, ça se fait encore aujourd'hui. Alors qu'au moins 16 pays ont interdit ou sévèrement réglementé la possession de chiens Tosa, au Japon, on les fait toujours se battre. Seules 5 des 47 préfectures du pays ont interdit les combats de chiens. Les autres en organisent régulièrement. Il faut 6 personnes, un tuyau d'air comprimé et des cales en plastique pour séparer 2 chiens Tosa en train de se battre. Souvent, de tels combats se terminent tragiquement. Vous vous demandez probablement pourquoi les combats de chiens sont toujours pas interdits. C'est clairement de la cruauté envers les animaux. Eh bien, en un mot, Yakuza. On dit qu'au Japon, tout ce qui concerne les chiens est contrôlé par les Yakuza. Pour eux, le commerce des animaux est une bonne affaire. Un Tosa pur sang peut coûter environ 7 000 € dans un magasin haut de gamme de Tokyo. Le prix atteint parfois 10 000 €. Et s'il s'agit d'un chien avec un nombre record de victoires, ça monte jusqu'à 15 000 €. Bien sûr, personne ne renoncerait à de tels profits au nom des droits des animaux. Mais soyons honnêtes, les races dites dangereuses ne sont pas strictement interdites partout. Parfois on se contente de mesures restrictives. Par exemple, dans le Queensland, certaines races de chiens reconnues comme dangereuses et susceptibles d'attaquer
doivent porter un collier spécial. La logique derrière tout ça est simple. Quand on voit un chien avec un collier distinctif, on comprend qu'il peut être inamical et on s'en tient à distance. Oh, et voici une autre info intéressante, même si elle ne cadre pas bien avec le scénario. Mais je peux pas m'empêcher de la partager. Certaines races de chiens sont interdites par les compagnies d'assurance. En général, l'assurance couvre les dommages liés aux chiens, les morsures ou par exemple les chutes lorsqu'un chien saute sur quelqu'un. Selon l'Insurance Information Institute aux États-Unis, le montant moyen d'une réclamation pour morsure de chien est d'environ 44 135 €. Mais il y a beaucoup de chiens dans le monde et les compagnies d'assurance ont des moyens limités. Alors certaines d'entre elles ont dressé des listes de races interdites. Si une personne en possède un, aucune compagnie d'assurance ne lui offrira de couverture. Le Doberman, le Rottweiler et le Pitbull figurent en tête des races interdites. Les compagnies d'assurance les détestent tout particulièrement. La race appelée Fila Brasileiro ne figure pas sur ces listes, mais peut-être qu'elle devrait. En fait, on élevait ces chiens dans les fermes pour aider les éleveurs à gérer le bétail semi-sauvage. Imaginez un chien capable de faire obéir un taureau. Les chiens Fila Brasileiro le peuvent. Ils étaient également utilisés pour chasser le sanglier ou les grands félins qui s'attaquaient au bétail. On dit que les Fila Brasileiro sont très doués pour chasser le jaguar. Le jaguar, quel chien extraordinaire! À propos, le Fila Brasileiro est considéré comme l'une des races les plus loyales au monde. Mais il faut quand même savoir une chose. Ils sont très fidèles à leurs propriétaires, mais ils détestent les inconnus. Parfois, ils font simplement les dégoûter, essayant d'éviter tout contact, et parfois ils passent en mode berserk. Imaginez qu'un chien, capable de chasser un jaguar, se montre agressif à votre encontre. C'est peut-être la seule race que les juges d'exposition canine sont encouragés à ne pas toucher. De plus, si un Fila Brasileiro attaque un juge, ce n'est pas considéré comme une faute, c'est simplement une manifestation de son tempérament. Pour cette raison, de nombreux clubs canins ne reconnaissent pas du tout la race, et dans certains pays, le Fila Brasileiro est interdit ou soumis à des restrictions. Est-ce que c'est juste ? Je ne sais pas. Mais voici ce que je me suis dit. Si un chien d'une race interdite s'enfuit ou se retrouve dans la rue, et qu'il rejoint ensuite des chiens errants, la meute en question sera en mesure de terrifier tout le monde. Parce que les chiens errants constituent une menace non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux sauvages. Pour une raison quelconque, on n'en parle pas souvent, mais on pense que les chiens menacent la survie de près de 200 espèces d'animaux dans le monde. 30 de ces espèces sont en danger critique d'extinction. Après avoir formé une meute ou être devenus sauvages, les chiens se transforment en prédateurs. Ils tuent les animaux sauvages, ils perturbent l'écosystème, ils transmettent des maladies aux autres animaux, ils leur font concurrence pour les proies. En bref, ils rendent la vie infernale aux prédateurs comme aux herbivores. Sans oublier qu'ils s'accouplent avec des loups et donnent naissance à des hybrides qui n'ont pas peur des humains. C'est donc un sérieux problème. Bizarrement, personne ne cherche à le résoudre. Il est peut-être temps d'énoncer une évidence. La race affecte la personnalité du chien, mais pas autant que son environnement. C'est pas une phrase en l'air, mais les résultats d'une étude génétique et d'enquête menée auprès de 200 000 propriétaires de chiens. D'après les résultats, seuls 9% des différences de comportement chez les chiens peuvent s'expliquer par leur race. Tout le reste est dû à l'éducation et à d'autres facteurs. Certains téléspectateurs se demandent peut-être « Et les pitbulls alors ? On peut pas ignorer les statistiques ?» Eh bien, il faut admettre que c'est pas les données les plus précises qui soient. Les personnes qui signalaient des attaques donnaient peut-être simplement le nom de la race considérée comme la plus dangereuse à l'époque. Par exemple, entre 1979 et 1980, le dog allemand était la race la plus terrible, la plus sanguinaire et la plus agressive. Et de nos jours, qu'en est-il ? La race ne dicte pas le comportement du chien. Mais elle permet de prédire ses maladies, surtout quand on sait que les humains sont responsables de beaucoup d'entre elles. Par exemple, la liste des problèmes de santé des bulldogs anglais est si longue qu'il semble que chaque chien de cette race doive souffrir d'au moins une affection. Les bulldogs sont plus de 38 fois plus susceptibles de souffrir de dermatite que les autres chiens. Ils ont près de 27 fois plus de risques de souffrir d'une affection oculaire, 20 fois plus de risques d'avoir des problèmes respiratoires. Les caractéristiques distinctives de la race, comme la mâchoire inférieure saillante et les plis de la peau, sont à l'origine de tout ça. Une étude a montré qu'au Royaume-Uni, seuls 10% des bulldogs atteignent l'âge de 8 ans. Les autres meurent avant, incapables de faire face aux particularités de leur corps.
Oh, sans oublier la consanguinité pratiquée par les éleveurs pour rendre les bulldogs anglais, je sais pas, encore plus anglais. Ça a donné naissance à de nombreux chiens atteints de maladies héréditaires. Comme les pauvres bulldogs souffraient énormément, certains pays se sont attaqués aux problèmes au plus haut niveau. Les premières lois restrictives ont été introduites aux Pays-Bas et en Norvège, on s'est même rendu compte qu'il n'y avait plus du tout de bulldogs en bonne santé dans le pays, si bien que leur élevage a été strictement interdit. L'interdiction des bulldogs anglais pourrait un jour s'étendre au Royaume-Uni, aussi absurde que ça puisse paraître. Le problème est si grave que les experts recommandent de modifier le standard de la race pour le remplacer par quelque chose de moins nocif pour les chiens. En fait, les bulldogs français ont exactement le même problème. En raison de leur museau court et mignon, ces chiens surchauffent et suffoquent littéralement. Parfois, la situation est si grave que le pauvre bulldog doit subir une intervention chirurgicale pour élargir ses narines et raccourcir son voile du palais. Mais il y a pire que d'être un animal aux narines étroites, c'est d'être un tel animal et de prendre l'avion. Certaines compagnies aériennes refusent même carrément de faire voyager les chiens à museau court. Pendant les voyages en avion, ces chiens peuvent avoir du mal à respirer, au point de mettre leur vie en danger. En 2018, lors d'un vol entre Orlando et Worcester, les propriétaires d'un bulldog français nommé Darcy ont remarqué que sa langue devenait bleue. Le chien respirait rapidement et il était clairement en état de panique. Heureusement, les stewards sont venus à la rescousse, ils l'ont signalé au pilote et ils ont mis un masque à oxygène à Darcy. Il s'avère que ces masques s'ajustent très bien au bulldog français. Pourtant, la meilleure illustration de la façon dont les humains peuvent détruire une race de chiens est le chien d'eau de Moscou. Il a été développé à partir du Terre-Neuve, du berger du Caucase et du berger d'Europe de l'Est pour augmenter le nombre de chiens de travail en URSS après la Seconde Guerre mondiale. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et au lieu d'un Terre-Neuve au bon caractère, on a obtenu une race très agressive et incontrôlable. On raconte que lorsqu'ils sautaient dans l'eau pour sauver des gens, ces chiens de sauvetage les attaquaient, comme des chiens de protection des troupeaux. Les chiens obéissaient lorsqu'on leur ordonnait de nager, mais ils ne nageaient pas toujours dans la bonne direction et ils faisaient même parfois demi-tour. Simplement parce qu'ils le voulaient. Les vicieux chiens d'eau de Moscou n'étaient pas non plus très utiles pour la protection des navires. Leur instinct de chien de protection se manifestait et ils se jetaient sur les marins qu'ils étaient censés protéger. Heureusement, avec le temps, le développement de cette race unique a été suspendu. Sans quoi il existerait certainement des chiens qui mériteraient le surnom de pitbull soviétique. A plus.